situation actuelle, aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron, le gouvernement, en font assez pour lutter contre les actes antisémites? D'abord, on va regarder un chiffre, c'est l'augmentation de ces actes antisémites. Le chiffre, lui, date de l'an dernier, d'il y a un an pile, et il concerne les actes commis en 2018. On va l'apercevoir dans un instant. Et il fait état d'une augmentation vertigineuse, plus 74% d'actes antisémites en plus, 541 en 2018, 311 en 2017. Quels sont les actes qui augmentent le plus, Judith? Écoutez, d'abord, les chiffres 2019, il faut le dire à nos internautes, viennent de tomber. C'est seulement plus 27% seulement. En fait, il y a pratiquement jamais... Ça a encore augmenté. Oui, il n'y a jamais de diminution, il n'y a jamais de chiffres négatifs. Les agressions physiques ont un peu diminué, apparemment, et les agressions verbales ont plutôt augmenté. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, Noémie Madar, dans ces chiffres? Dans ces chiffres, on retrouve la réalité du terrain et de ce qu'on voit dans les universités. Et quand vous dites les insultes et les propos antisémites verbaux, c'est ça qu'on retrouve dans les universités avec des étudiants qui se font harceler, avec des étudiants qui se font insulter. Donc finalement, on n'est pas tellement surpris. Ils se font harceler et ils se font insulter, ça se passe comment? Ça commence d'abord par des petites blagues, le plus souvent, et puis ça tourne par une sorte de harcèlement un peu collectif, de petits groupes de 3, 4, 5 étudiants. Et le plus souvent, les étudiants juifs n'osent pas parler, parce qu'ils sont déjà dans une position de victime qui est insultée. Ils ne se sentent pas forcément soutenus par leur environnement universitaire, et donc ils ont la sensation que s'ils parlent, ils vont encore plus être victimes, puisqu'ils vont être ceux qui ont dénoncé finalement. Et c'est pour cela que, par exemple, dans le sondage que nous avons sorti l'an dernier, 89% des étudiants juifs interrogés avaient déjà été victimes d'un acte antisémite. Seulement 1% avaient porté plainte. On a une autre question, en tous les cas une autre statistique qui a été donnée la semaine dernière, c'est sur ces Français qui n'ont pas entendu parler de la Shoah. Un Français sur 6 n'a pas entendu parler de la Shoah. Comment on peut expliquer? Il y a un travail énorme au niveau de la mémoire qui a été fait en France sur la Shoah, notamment après, à partir des années 70, avec Claude Lanzmann, avec également à l'origine le film Nuit et brouillard. Comment vous expliquez, malgré tout ce travail considérable qui est fait également dans les écoles, qu'il y ait encore un Français sur 6 qui déclare ne pas avoir entendu parler de la Shoah? D'abord, quand on s'intéresse à la façon dont se passent ces cours ou ces séances de sensibilisation à la Shoah, on s'aperçoit que dans de nombreux points du territoire, ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que les jeunes ne veulent pas entendre. Parfois, les professeurs s'autocensurent quand ils ne trouvent pas eux-mêmes que c'est très exagéré d'accorder cette importance à la Shoah. Donc il y a une vraie difficulté sur le terrain à l'enseigner, comme il y avait des difficultés qu'on relève à chaque fois à rendre hommage aux victimes d'attentats islamistes, qu'elles soient juives ou pas. Je pense notamment à l'hommage qu'avait prévu Jean-Michel Blanquer du colonel Arnaud Beltrame, qui n'était pas du tout juif, mais qui s'était sacrifié mis à la place d'une victime d'un attentat terroriste. Il y a eu des profs qui ont dit non, c'est pas possible, on peut pas remuer le couteau dans la plaie. Vous attribuez ça, cette cause aussi, Noémie Madar, l'impossibilité maintenant, la difficulté dans certains points du territoire d'enseigner la Shoah, notamment dans ce que Georges Bensoussan appelait les territoires perdus de la République, en clair les banlieues. C'est une réalité qu'il y a des difficultés dans certains endroits de la République française. Nous intervenons avec le programme Coexiste, qui est un programme de déconstruction des préjugés racistes et antisémites sur l'ensemble du territoire. Et nous le voyons quand nous intervenons qu'il est parfois très difficile de déconstruire les préjugés, notamment sur les juifs. Comment se manifestent ces difficultés ?
Ces difficultés, donc c'est une intervention sur tous les types de préjugés et il y a comme autour des préjugés autour du juif une sorte de, comme si c'était une définition. C'est non plus un préjugé, mais que le fait que le juif soit riche, radin, contrôle le monde et contrôle les médias, ça apparaît comme une définition dans la bouche des élèves. Et il y a une deuxième chose, c'est que finalement... Mais où ce genre de phénomène se produit? Ça se produit dans certaines banlieues parisiennes, c'est une réalité. Et dans une banlieue dans des banlieues et dans des endroits de la France aussi où il fut un temps où les Juifs y habitaient et ils n'y habitent plus. Donc dans des banlieues parisiennes, mais également dans certaines villes et dans certains quartiers de certaines villes en France. Par exemple, des villes comme... Des villes comme Toulouse, où beaucoup de la communauté juive est partie de Toulouse, notamment depuis les attentats de Haute-Zarathora. Depuis l'affaire les attentats Merah commis par Mohamed Merah. Est-ce que quand Emmanuel Macron établit un parallèle entre la guerre d'Algérie et la Shoah, vous estimez que ça contribue à quelque chose de positif pour la mémoire, ou bien justement ça contribue au fait que certains disent après qu'ils n'entendent pas parler de la Shoah? Je trouve la façon dont il l'a fait extrêmement dangereuse. Alors, il faut préciser qu'il ne compare pas la Shoah et la guerre d'Algérie. Il compare le devoir de mémoire que la France a à l'égard des Juifs et de la reconnaissance du rôle de l'État dans la déportation des Juifs qu'avait faite Chirac, comme un problème aussi essentiel, un enjeu aussi essentiel que la reconnaissance des torts français dans la guerre d'Algérie. C'est pas la première fois que Emmanuel Macron se hasarde à des parallèles douteux. Hein, il avait parlé de crimes contre l'humanité pour la colonisation d'Algérie. Phrase dont il a dit qu'il ne la regrettait absolument pas et qu'il la maintenait tout récemment. C'est absolument pas comparable. Comparer la guerre d'Algérie et la Shoah, c'est juste du délire. Mais la conséquence la plus grave, c'est que dans des territoires où déjà on a tendance à considérer qu'il y a un deux poids deux mesures qui serait plus favorable aux Juifs qu'aux musulmans, on aggrave le phénomène. Oui, madame. Je rejoins assez bien ces propos. Je n'apprécie pas la manière et la tournure dont cette phrase, d'une certaine manière, a laissé entendre une sorte de concurrence mémorielle ou de concurrence victimaire qui peut se retrouver dans certaines classes de France. Et ça, je pense que c'était clairement très maladroit. Et il y a des définitions. La Shoah est un crime contre l'humanité, ce que n'a pas été la colonisation, bien que ça a été quelque chose d'abject et une histoire très très sombre et très très violente pour la France sur laquelle il faut revenir, mais je pense que la manière et la tournure n'étaient vraiment pas à propos. En l'occurrence, d'ailleurs, il parle de la guerre d'Algérie. Ouais, il ne parle même pas de la colonisation. Et la guerre d'Algérie, c'est d'autant plus fâcheux comme parallèle que la guerre d'Algérie, des atrocités ont été commises des deux côtés, y compris par les mouvements d'indépendance algériens. À l'inverse, Emmanuel Macron, on le voit, donc, visite aujourd'hui le mémorial de la Shoah. Il a visité à Jérusalem le mémorial des 80 000 Juifs déportés à Auschwitz, alors qu'aucun président ne l'avait fait avant lui. Et dans les confidences que nous évoquons, il a fait cette déclaration sur la guerre d'Algérie. Il a également fait une autre déclaration, notamment concernant l'affaire du meurtre de Sarah Halimi, en disant qu'il y avait besoin d'un procès, alors même que la justice, jusqu'à présent, y a renoncé. L'affaire est devant la Cour de cassation, hein, mais du fait, selon les juges et les experts, de l'irresponsabilité de l'assassin au moment du crime. Est-ce que, quand même, avec cette déclaration, Emmanuel Macron ne montre pas là qu'il fait, à tout le moins, le maximum? Il fait le maximum du point de vue juridique, constitutionnel. Il commet même une ingérence. Un président de la République n'a pas à s'exprimer sur des décisions de justice. Sur le fond, je trouve qu'il a parfaitement raison. Cette décision est largement incompréhensible. On va voir ce que dira la prochaine juridiction saisie. Mais ça participe d'un phénomène de psychiatrisation
des actes antisémites qui est extrêmement inquiétant. Vous étiez avec le président à Jérusalem la semaine dernière. Il vous avait fait cette confidence et cette déclaration avant de la faire au Figaro? Non, pas directement. Il avait parlé dans son discours devant la communauté française à Jérusalem. Cette décision de justice, nous la respectons, mais elle a fait énormément de mal aux Juifs français qui se sentent délaissés et qui, d'une certaine manière, perdent confiance en la justice. Nous avons des étudiants qui se font harceler dans leurs universités et qui viennent vers nous en nous disant « mais quel est l'intérêt que je porte plainte? Quel est l'intérêt que j'aille témoigner pour aller en justice si quand une femme se fait assassiner par un meurtrier antisémite, il n'est pas condamné et il n'a même pas de procès ?» Il est déclaré irresponsable. Exactement. Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a d'autres actes antisémites qui ne sont pas portés à la connaissance du public, portés à la connaissance de la police, portés à la connaissance de la justice parce que des victimes renoncent à se plaindre? Bien sûr, au quotidien. Au quotidien, nous sommes confrontés à ce genre de situation, des étudiants qui ne veulent, des étudiants, des juifs français qui ne veulent pas témoigner parce que soit ils pensent que ce n'est pas nécessaire, soit ils se disent que ça les mettrait dans une situation encore plus compliquée si jamais ils allaient en justice. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient dans la déclaration du président de la République une ingérence dans un processus judiciaire? Je vous l'ai dit, ils ont raison. Ils ont raison. Il se trouve que je suis d'accord avec le président de la République sur le fond. Et sur la forme? N'empêche que ça constitue une ingérence. Oui, madame. De ma place, je ne suis pas spécialement là pour commenter une ingérence ou non du président de la République. Je suis là pour témoigner de la difficulté des Juifs français à se sentir dans une situation de sécurité en France. Et cette décision de la justice rend les choses d'autant plus compliquées, même si nous l'acceptons. Emmanuel Macron et le gouvernement font-ils assez pour lutter contre les actes antisémites? C'est la question aujourd'hui qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Décrypteur. Et je salue justement ceux qui s'expriment sur Twitter, notamment Sylvain, Pascal. Pascal, je pense qu'on a répondu à sa question qui nous demandait combien de cas en France et pour combien de personnes. Donc plus 27%, ce sont les derniers chiffres qui viennent de tomber au niveau des actes antisémites en 2019. Ne jamais oublier, toujours en parler, la bête somnole, soyons vigilants, nous dit Beata sur Facebook. Et je salue avec respect internautes réguliers qui s'expriment en ce moment sur le chat du Figaro. Vous pouvez justement commenter avec cet internaute ou répondre, débattre avec lui. Lutter contre l'antisémitisme, cela commence sur Internet. Il y a trop de messages haineux, nous dit avec respect. J'ai l'impression que c'est ce que vous dénoncez également sur votre compte Twitter. Ah oui, c'est ce qu'on dénonce depuis plusieurs années. Nous avons été les précurseurs des procès contre les grandes plateformes, contre eBay dans les années 2000, plus récemment contre Twitter quand un hashtag « un bon juif » est devenu le hashtag le plus tweeté des réseaux sociaux. Et surtout, nous en sommes à des dizaines et des dizaines de condamnations contre Alain Soral ou Dieudonné qui se servent de ces plateformes-là pour déverser leur haine. Internet, c'est devenu un nouveau terrain d'expression de l'antisémitisme. Bon, ça fait quelques années déjà. Mais Internet, on est déjà en aval. Moi, il me semble que là où la lutte contre l'antisémitisme pêche, c'est très en amont. Et très en amont contre ce qui est devenu la principale source de production et de diffusion de l'antisémitisme, qui est l'islamisme. Alors justement, on va revenir sur cette question-là, pardon, je vous coupe, parce que si on regarde la radiographie de l'antisémitisme en France qui a été publiée la semaine dernière par la Fondapol, ce qui est frappant, c'est que les Juifs de France, effectivement, attribuent le regain de l'antisémitisme avant tout à l'islamisme, devant les préjugés que vous évoquiez tout à l'heure, et devant même l'extrême droite que vous avez évoquée à l'instant. Vous êtes d'accord avec cette analyse globale de la communauté juive? Je suis d'accord avec cette analyse, je ne parle pas de communauté juive. Ce serait intéressant de faire un sondage d'ailleurs chez l'ensemble de la population pour voir si la hiérarchie des Non, justement des sur ça, c'est que la radiographie de l'antisémitisme répond à cette question en disant que pour l'ensemble de la population, ce sont d'abord les préjugés
qui sont les premiers responsables. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure des préjugés. Le juif qui est riche, qui est omniprésent dans les médias, etc. Ce qui est frappant, c'est que c'est le tronc commun, en fait, du vieil antisémitisme de l'extrême droite et de l'antisémitisme propagé par l'islamisme. Vous avez exactement les mêmes clichés. Mais ça ne veut pas dire qu'on lutte contre de la même façon. Il y a des moyens tout simplement policiers pour lutter contre ça. Et en fait, ça converge avec la lutte contre l'islamisme. Il faut couper l'arbre qui arrêtera de produire des branches pourries. Et couper l'arbre, ça passe par quoi? Ça passe par lutter contre l'influence fréro-salafiste, hein, des frères musulmans et des salafistes. Et c'est ce combat-là qui, à mon avis, n'est pas du tout à la hauteur. Il y a encore plus de 250 mosquées et associations qui sont liées aux frères musulmans, par exemple, en France. C'est pas normal. Le projet d'Emmanuel Macron de faire un islam de France s'appuie sur des gens dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas tranché nettement les liens qu'ils avaient à peu près tous avec la confrérie des frères musulmans. Oui, ces dernières années, les haines se rejoignent. Finalement, les attentats de l'Hypercacher, les attentats de Haute-Zarathora, c'est l'islamisme radical. Et au quotidien... Les 13 morts depuis les années 2000, c'est l'islamisme. Hein. Et au quotidien, c'est les préjugés, la haine d'extrême droite, la haine d'extrême gauche également dans les universités, énormément. Donc c'est comme ça les haines qui se rejoignent, et celle qui tue ces dernières années, c'est celle de l'islamisme radical, et je pense que c'est aussi ça qui font ces chiffres-là dans ce sondage et qui font ce ressenti et cette peur pour les juifs français. Alors c'est une question aussi intéressante que vous avez soulevée, c'est Emmanuel Macron parlait dans ses confidences au Figaro d'un antisémitisme d'extrême gauche. Comment il se manifeste? Il se manifeste notamment par tout ce courant des indigènes de la République qui considèrent qu'il faut être noir pour pouvoir parler de racisme anti-noir, qu'il faut être arabe pour pouvoir parler de racisme anti-arabe et que les Blancs n'ont pas le droit à la parole, et qui organisent au sein des universités des réunions en non-mixité raciale au sein duquel ont le droit uniquement de siéger des personnes qui seraient considérées comme racisées. Ça se manifeste de cette manière-là, et c'est une façon de segmenter le combat antiraciste, et c'est une manière de rendre en quelque sorte raciste le combat antiraciste. Il se manifeste aussi par une complaisance, et pas seulement à l'extrême gauche, je pense à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, vis-à-vis des thèses islamo-gauchistes. On ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Non, c'est pour ça que j'ai pesé mes mots. Je parle de complaisance vis-à-vis des thèses islamo-gauchistes. Quand Jean-Luc Mélenchon et quand les députés de la France Insoumise se rendent massivement à la manifestation contre l'islamophobie, où on voit des étoiles détournées pour ressembler à l'étoile juive, visant à faire croire qu'il y aurait une islamophobie en France comparable à l'antisémitisme, c'est une complicité pour le moins fâcheuse. Cet internaute nous dit l'antisémitisme provient de nos jours des banlieues à forte immigration, tout le monde le sait, mais le politiquement correct est aveugle. C'est votre point de vue? Alors moi je trouve, oui, à quelques exceptions près, Jean-Michel Blanquer par exemple le dit assez clairement dans ses interventions, ce qui lui vaut d'ailleurs pas mal d'ennuis dans la communauté éducative. Sur cette analyse également, est-ce qu'on n'a pas manqué d'alerter, on a manqué de vigilance ces dernières années sur cet antisémitisme des banlieues, sur cet antisémitisme venu de l'islam radical par politiquement correct? Dans les années 2000, l'UEJF avait publié un livre qui s'appelait Les Antifeuges, qui reprenait l'ensemble des actes antisémites qui avaient lieu à ce moment-là et qui étaient un peu passés sous silence. Dans ces années 2000-là, au moment de la seconde intifada et avec l'importation du conflit, il y a eu un antisémitisme grandissant dans certains territoires de la République. C'est une réalité. Et c'est une réalité aussi que les enfants, les élèves juifs ont de fait
fuient pour la plupart, ils sont partis de ces écoles-là. Et là où il n'y a plus de rencontres, là où il n'y a plus d'échanges et là où l'autre n'existe plus, alors le racisme et l'antisémitisme peuvent croître et c'est ce qui se passe. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser certains endroits et que c'est une réalité aussi auquel nous sommes confrontés dans d'autres territoires. Quel a été le rôle justement de ces événements, vous parliez de la seconde intifada et de l'importation du conflit israélo-palestinien dans l'augmentation de l'antisémitisme en France? Il y a un lien statistique indéniable. Hein. C'est les actes antisémites, les agressions antisémites, les propos antisémites ont augmenté à ce moment-là. Mais tout ça est lié en fait, parce que la figure du Palestinien étant l'ultime figure du réprouvé pour toute une partie de la gauche française, presque mécaniquement, la mise en cause d'Israël a conduit à la mise en cause des Français juifs. Alors, il y a une question polémique, mais qui est récurrente sur Twitter, donc je vous la livre telle quelle. Le peuple juif a énormément souffert. Pourquoi ne se révolte-t-il pas contre les actions violentes de son gouvernement contre le peuple palestinien? Il y a un certain nombre d'Israéliens et de Juifs français qui ne sont pas d'accord avec la question est odieuse. La question est limite antisémite. Mon gouvernement, c'est celui de la France. Et mon gouvernement, c'est en aucun cas celui de Benjamin Netanyahou. Donc à partir de là, si j'ai un gouvernement contre lequel me révolter, ce sera celui de la France. Voilà, donc voilà qui est posé. Je me permets. Et je vous en prie, justement, on est là pour ça. Dernier point, Emmanuel Macron a estimé justement que, pas justement, mais a estimé que nier Israël comme État était de l'antisémitisme. Ce qui est intéressant dans la radiographie faite par la Fondapol, c'est que seuls 14% des Juifs de France voient dans l'antisionisme une cause de l'antisémitisme. Quel est votre point de vue? Nous, on est confrontés à différentes formes d'antisémitisme. Dans le local de l'Union des étudiants juifs de France à la Sorbonne l'année dernière, le local a été saccagé et sur les murs, il était inscrit « Mort à Israël, mort aux sionistes ». Quand on était à Lyon 2 avec Benjamin Orenstein, qui est un rescapé de la Shoah et qui a vécu en Israël, nous avons été expulsés de cette université par un groupe d'étudiants au cri de mort aux sionistes en dehors de mon université. Donc c'est une réalité, mais comme je vous le disais... Ce qui est intéressant, pardonnez-moi, je vous coupe, parce que ce que vous venez de dire est très important et il permet justement de répondre à un certain nombre d'approximations qu'on entend. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réunion qui est organisée par une association française, l'Union des étudiants juifs de France, et il y a un amalgame qui est fait avec une politique étrangère, qui est la politique israélienne, en plus, et avec des propos haineux et des propos violents. C'est là qu'il y a un acte antisémite et qui part de l'antisionisme. Exactement, c'est là que antisémitisme et antisionisme se recoupent. Finalement, si le local avait été saccagé et qu'il y avait écrit sur le mur salle juif, ça aurait été une attaque antisémite pleinement et personne n'aurait contesté finalement le caractère antisémite de cette attaque. Quand il y a eu écrit mort aux sionistes, mort à Israël sur les murs, de nombreuses associations étudiantes de la Sorbonne ont eu beaucoup de mal à reconnaître le caractère antisémite du saccage de notre local. Et c'est là qu'elle se trouve la difficulté, quand antisémitisme et antisionisme se recroisent, la difficulté à reconnaître le caractère antisémite et que c'était bien les Juifs qui fréquentaient ce local qui étaient visés par cette dégradation et ce saccage. Et de ce point de vue-là, on peut quand même saluer l'initiative et les propos d'Emmanuel Macron qui, c'est à une commémoration de la déportation du Veldiv, a clairement établi le lien entre certaines formes d'antisionisme et d'antisémitisme. Moi, je ne considère pas que ce soit équivalent, mais l'antisionisme est un véhicule de l'antisémitisme. Comment, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais on peut critiquer la politique de l'État d'Israël ou bien même être contre l'idéologie sioniste sans être antisémite? Le fait est que ça existe, puisqu'il y a même un groupuscule juif qui ne vit que de son opposition à Israël. Pour moi, ce sont les idiots utiles de l'islamisme, mais c'est leur problème. Mais c'est pas la même chose, effectivement. Le sionisme, c'est non pas la reconnaissance d'Israël, mais la reconnaissance du droit à l'existence d'Israël. C'est assez différent.
Sur la question, donc sur le fait qu'Emmanuel Macron, qui a estimé que nier Israël comme État était une forme de l'antisémitisme, vous avez salué cette déclaration aussi? On a constaté que c'est ce qu'on vit au quotidien, finalement, et qu'il venait poser des mots sur une réalité auquel on était déjà confronté, et que finalement, poser des mots, parfois, ça permettait d'aider sur le terrain. Emmanuel Macron et le gouvernement en font-ils assez pour lutter contre les actes antisémites? C'était la question qu'on vous posait sur Twitter, #Figaro Live, #décrypteur. Vous avez été nombreux à voter et selon vous, le gouvernement n'en fait pas assez. 70% vous répondez non. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire en priorité, en urgence même, par rapport à cette augmentation encore que vous avez signalée, donc plus 27% en 2019? Je l'ai dit, il ne suffit pas de déclaration de commémoration de la rafle du Veldiv. Il faut lutter contre la principale source de production de l'antisémitisme aujourd'hui en France, qui est l'islamisme, et lutter contre les frères musulmans. C'est important de dire de là où la haine vient, et après de pouvoir, dans les actes aussi, après avoir posé les mots, dans les actes, pouvoir le reproduire. Par exemple, un exemple, dans les universités, il y a énormément de harcèlement d'étudiants, comme je vous le disais, de toutes les formes de haine antisémite. Les présidents d'université prennent des décisions et des sanctions à leur bon vouloir. S'ils jugent ça assez grave, alors peut-être ils vont réclamer un conseil de discipline. S'ils considèrent que c'est une simple infraction ou une simple banalité, alors les étudiants qui ont été harceleurs vont pouvoir continuer leurs études comme si de rien n'était. Et ça, c'est des choses qui concrètement peuvent changer si les actes suivent les mots. Une toute dernière précision. Quand vous signalez que des étudiants juifs sont harcelés par des groupes de 3-4 étudiants, qui sont ces 3-4 étudiants? Ça dépend. À la Sorbonne, c'est des groupes d'extrême gauche. À Strasbourg, c'est des groupes d'extrême droite. À Lyon, ce sont des groupes d'extrême gauche qui importent le conflit et qui sont ouvertement antisémites, antisionistes. Et puis, dans certains autres endroits, c'est l'islamisme radical qui fait très mal et qui a fait que... y compris dans les universités. Dans les universités, je dirais peut-être moins. Ils n'ont pas, en tout cas dans la plupart des universités, ils ne sont pas encore entrés dans ces endroits-là, et peut-être heureusement. Mais dans les écoles, malheureusement, et dans certains quartiers, les juifs français ont dû partir pour ces raisons-là. Merci pour ces précisions. C'était effectivement très intéressant et de permettre justement de plus radiographier le phénomène. Je vous rappelle l'information importante de cette émission, c'est que les nouveaux chiffres qui montrent que les actes antisémites ont augmenté, encore une fois, en 2019, moins vite qu'en 2018, mais quand même substantiellement, plus 27%. Merci Judith pour ces infos. Merci Noémie Madar pour vos témoignages. Vous pouvez continuer à voter sur Twitter et répondre à la question qu'on vous posait. Emmanuel Macron et le gouvernement font-ils assez pour lutter contre les actes antisémites? Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Talk. Yves Tréhard reçoit Ségolène Royal. La politique encore ce soir, ici même dans les studios de Figaro Live, avec Laurent Pietraszewski, qui est le secrétaire d'État à la réforme des retraites, qui sera l'invité d'Audition Publique, l'émission en partenariat avec la chaîne parlementaire et Public Sénat. Demain, dans les décrypteurs, on revient sur l'épidémie, sur le coronavirus et ce à quoi il faut s'attendre en France. À très vite sur Figaro Live.